Salut tout le monde! Après 2 épisodes où on a retracé les origines du Concorde et étudié ses concurrents américains, il était temps maintenant de s'attaquer à la Russie. Bah oui, sinon on va encore me traiter de pro-européen, américano-fasciste, ouais, les trolls, on vous reconnaît. Bon allez, trêve de plaisanterie, parce qu'il faut bien reconnaître que les soviétiques, ils ne manquaient pas d'idées non plus en la matière. Puisqu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, vous allez voir qu'avant d'arriver au Tupolev 144, le tristement célèbre Concordski, il y a eu pas mal de brouillons sur les planches à dessin soviétiques. Allez, c'est parti! Bon alors avant de commencer, je vous invite à aller voir les 2 premiers épisodes que j'ai fait sur le sujet des supersoniques civils. Parce que ça a été énormément de travail et ce serait dommage de s'en priver. Et surtout d'avoir fait tout ça pour rien. Deuxième chose, puisque vous êtes là, profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partagez la vidéo, likez-la ou encore boostez-la, parce que cet épisode le mérite vraiment. Et puis en ce moment, YouTube ne nous aide pas tellement à développer la chaîne. Alors autant vous dire que ça a été un bordel innommable pour mettre tout ça en ordre et que ça m'a pris des jours pour rédiger mon script. Et je crois que j'ai jamais eu autant d'onglets ouverts en même temps pendant mes recherches. Bon allez, maintenant que j'ai fait ma promo et avant que vous me traitiez de pleureuse, on y va. Dans le monde de l'après-deuxième guerre mondiale, les Russes qui n'étaient pas différents du reste du monde se sont retrouvés avec la même problématique et les mêmes défis à relever que le bloc occidental, du moins en matière d'aéronautique. Comme partout ailleurs, la Seconde Guerre mondiale a eu pour effet d'être un véritable accélérateur technologique qui a vu l'aviation passer du simple moteur à piston au réacteur. Et qui dit réacteur dit ensuite passage du mur du son, puis construction d'appareils de plus en plus gros et rapides jusqu'aux bombardiers supersoniques capables de nucléariser votre jardin sans rien vous demander. Bref, quel que soit le côté du mur où vous vous trouviez, le développement de l'aviation a suivi le même chemin. Et les mêmes problèmes trouvant généralement les mêmes solutions, les Russes aussi ont commencé à penser qu'un bombardier supersonique, ça pourrait facilement donner naissance à un avion civil capable de faire voyager le peuple de la mère patrie à 2 fois la vitesse du son. Rajoutez à ça une bonne dose d'idéologie qui refuse à tout prix d'admettre que les autres peuvent être meilleurs que soi et qu'il faut battre tous les autres pour prouver que la mère patrie et le communisme rendent le peuple heureux et meilleur que l'Occident dépravé, et vous comprenez vite qu'ils vont tout mettre en œuvre pour démontrer leur supériorité. Enfin, mettez-y une bonne dose d'espionnage, le tableau est complet. Alors pour commencer, on va parler d'un constructeur aéronautique russe, et ce n'est ni Sukhoi, ni Mikoyan, ni Ilyushin, et encore moins Tupolev, c'est Myazistchev. Alors si aujourd'hui ce nom a été complètement oublié, il a pourtant été un des plus grands noms de l'aéronautique soviétique des années 50, et il était à l'origine d'un nombre incalculable de projets complètement fous jusqu'à la fin des années 60. Et parmi tous ces projets, il y a eu le premier bombardier stratégique à réaction, le Myazistchev M4 Molot, ce qui veut dire marteau en russe, mais qui a été rebaptisé Bison dans la nomenclature OTAN. Oui, en langage otanien, un bombardier, ça commence toujours par un B comme Bison. Le M4 Bison, c'était en fait l'équivalent du B-52, une sorte de camion à bombe à long rayon d'action, et quand on voit sa taille, on se dit qu'on aurait facilement pu en faire un avion de transport commercial, si on avait décidé d'y mettre quelques sièges à la place de la soute à bombe. Mais si le M4 ne vous dit rien, je suis quand même sûr que vous connaissez cette version du Myazistchev, le VMT, une version modifiée avec sa double dérive et son énorme container sur le dos, qui lui permettait de transporter des réservoirs de la navette spatiale Buran et de son lanceur Energia. Et il a même servi à transporter la navette Buran elle-même. Bon là, je digresse un peu, j'avoue, parce que le Bison, il était loin d'être supersonique. Alors les bureaux de Myazistchev, qui avaient commencé à entendre parler des projets de bombardiers supersoniques américains, vont pousser leurs recherches dans le domaine du vol supersonique de longue durée. Malheureusement pour eux, le pays n'ayant ni les moyens techniques, ni même financiers de concurrencer les projets américains qui visaient déjà Mach 3, les Russes vont devoir se contenter d'un appareil de classe Mach 2. Myazistchev a donc lancé le programme M50. Développé dans le plus grand secret par les équipes de Myazistchev, ce programme devait permettre au début des années 60 à l'aviation soviétique de disposer d'un bombardier stratégique supersonique à même de frapper n'importe quelle grande ville des côtes est et ouest américaines. Dans l'esprit des généraux soviétiques, cet avion était une arme de première frappe, voire de première riposte en cas de frappe ennemie. Tirant les enseignements du développement du bombardier M4, les ingénieurs vont donc concevoir un appareil à architecture surprenante. Sous la désignation de Myazistchev M50, il s'agissait d'un quadriréacteur à aile en flèche doté d'un train d'atterrissage monotrace et de balancines un peu à la manière d'un U-2 mais en bien plus grand. Les 4 réacteurs Dobrynin RD7 avaient la particularité de n'être dotés de post-combustion que pour les 2 intérieurs, tandis que les 2 autres embouts d'aile fonctionnaient sans post-combustion.
Mais finalement, les performances étaient loin, mais très loin des exigences de départ, car malgré ces 4 réacteurs, il arrivait péniblement à dépasser Mach 1, ce qui aurait été largement insuffisant pour distancer n'importe quel chasseur ennemi de l'époque, sans parler de l'arrivée des missiles sol-air, en progression constante, qui n'en auraient fait qu'une bouchée. Alors Myasishchev va retourner à la planche à dessin et voir plus grand avec le M55. Cette fois-ci, le bureau d'études va se tourner vers une solution à L-delta avec 2 variantes. Une à 4 réacteurs en nacelle et une seconde avec 6 réacteurs intégrés dans le fuselage. La version quadri-réacteur devait pouvoir voler à Mach 2,5 en vitesse de croisière avec une autonomie de 10 000 km et emporter une arme nucléaire dans un conteneur aérodynamique spécialement étudié pour les vitesses supersoniques. Le modèle à 6 réacteurs, lui, devait pouvoir voler à Mach 3 avec une autonomie de 8 000 km et emporter un missile balistique en soute cette fois-ci d'une portée supplémentaire de 2 000 km. Et c'est à partir de ces 2 modèles que les bureaux de Myasishchev vont imaginer des dérivés civils pour un appareil commercial supersonique. Le M53 était donc directement dérivé de la version quadri-réacteur. Le système de propulsion prévu comprenait 4 turboréacteurs RD-16-23 qui devaient propulser l'appareil et sa centaine de passagers à une vitesse maximale de 1800 à 2000 km/h. Il en gardait la configuration Delta plus plan canard, mais les 4 nacelles des réacteurs avaient migré sous le fuselage pour une meilleure intégration et une aérodynamique optimisée. Le second projet, lui, provenait directement du M56. Cet appareil, à L-delta toujours, sans empennage, mais avec des plans canards, semblait beaucoup plus futuriste et devait pouvoir emporter une centaine de passagers à 2600 km/h à une altitude de 22 km. Malheureusement pour Myasishchev, les autorités soviétiques vont décider de fermer leur bureau d'études pour regrouper les compétences et de transférer leurs ingénieurs vers les bureaux de Ilyushin et Tupolev qui vont profiter de leur savoir-faire pour mettre en œuvre leur propre projet. En 1959, le projet Ilyushin 66 paraissait plus que réaliste. Les ingénieurs estimaient que l'appareil pouvait transporter jusqu'à 100 passagers sur une distance de 8000 km à une vitesse d'environ 3000 km/h. Au printemps 1960, Sergei Ilyushin présenta donc le projet au gouvernement de l'URSS et déclara que les essais commenceraient dès 1965, grâce à son expérience acquise dans la création de missiles et d'avions de ligne à réaction. Et cependant, il devint rapidement évident que les capacités de production du pays étaient en retard par rapport aux idées des ingénieurs. Ilyushin 66 manquait de nouveaux matériaux résistants à la chaleur, d'alliage, d'aluminium léger et surtout de moteurs qui n'existaient encore que sur le papier. En 1962, le projet était encore au point mort, à peine au stade des plans techniques et la construction de l'avion s'avérait physiquement impossible. Mais pendant qu'Ilyushin cherchait des solutions, Andrei Tupolev proposait une version plus réaliste d'un avion supersonique, le futur Tu-144. Le projet s'avérait plus simple et plus avancé technologiquement, ce qui scella son sort à l'Ilyushin 66, qui ne resta qu'à l'état de projet. Bon, tout n'a pas été fait pour rien, puisque les idées de l'Ilyushin 66, comme la disposition jumelée des moteurs dans la queue, se sont finalement concrétisées plus tard dans l'Ilyushin 62. Après tout ça, vous l'avez compris, Tupolev restait seul en lice pour concevoir son appareil de transport supersonique. Seul, mais pas sans contrainte, puisque le gouvernement leur demandera de rendre leur première copie dans un délai de 3 mois maximum. Reprenant donc les travaux des bureaux de Myasishchev, en plus de ses propres études en la matière, Tupolev va d'abord travailler sur le modèle 135. Ce projet devait servir de base à la fois à un bombardier stratégique, mais aussi à un appareil de transport civil. Et pendant près de 5 ans, un travail approfondi va être mené pour définir et sélectionner les paramètres clés du système et de l'avion. Des dizaines de variantes de conception pour l'avion 135 vont être développées mettant en œuvre un large éventail de solutions de configuration aérodynamique pour différents types de moteurs. Et comme je vous l'ai dit en intro quand je parlais d'espionnage, ils vont aussi beaucoup bénéficier des documents récupérés chez les Américains au sujet du XB-70 Valkyrie. Alors on ne va pas s'attarder aujourd'hui sur la version militaire, puisqu'avec l'évolution des chasseurs et des missiles anti-aériens, tout faire reposer sur la vitesse était devenu une solution complètement obsolète. Les bureaux d'études vont donc se concentrer sur des appareils plus polyvalents, capables de voler à très haute altitude et à très haute vitesse, aussi bien que de faire de la pénétration à basse altitude pour passer sous les radars. Et pour ça, ils vont naturellement se porter vers la géométrie variable qu'on verra apparaître sur toute une génération d'appareils comme le Tu-22 Backfire ou encore le Tu-160 Blackjack. Mais comme on l'a déjà vu dans le précédent épisode sur les supersoniques américains, intégrer une aile à géométrie variable sur un appareil civil rendrait l'appareil trop lourd et beaucoup trop complexe pour rester rentable. Alors comme pour tout le monde, ils vont rester sur la solution de l'aile delta,
avec plan canard. La version civile du 135, le 135P, devait donc être capable de transporter 100 à 120 passagers sur une distance de 6500 km, à 20 km d'altitude, et bien sûr à la vitesse de Mach 2. Comme tout le monde en fait, parfois d'un épisode à l'autre, j'ai vraiment l'impression de me répéter. Mais finalement, le projet 135 va vite dériver vers le projet TU 144. Et bizarrement, cela va correspondre à la période où les services secrets russes vont commencer à récolter une masse énorme de documentation au sujet du Concorde grâce à leur réseau d'espions en France comme en Angleterre. Et depuis, les preuves de cet espionnage n'ont fait que s'accumuler. En France, fin 1964, la police française arrête Herbert Steinberg, un Allemand de l'Est originaire de Leipzig, qui avait 2 complices britanniques et travaillait dans une usine aéronautique française. Sergei Fabiev, directeur de la Société Générale d'Études et de Réalisation Industrielle, une entreprise française qui sous-traitait pour Concorde, a été arrêté le 15 mars 1977 à l'aéroport d'Orly, alors qu'il s'apprêtait à embarquer à bord d'un avion. Des messages décryptés en provenance de Moscou le félicitaient d'avoir obtenu les plans complets du Concorde. Et en fait, il travaillait pour le GRU depuis 1962. Ensuite, le 1er février 1978, il fut condamné à 20 ans de prison. Le MI6 et la CIA ont aussi informé la DST que Sergei Pavlov, le directeur du bureau parisien de la compagnie Aeroflot, devait être surveillé de près. Le 1er février 1965, Pavlov devait rencontrer un contact dans un restaurant et se retrouva en fait assis en face d'un agent de la DST et de sa complice pendant près de 2 heures. Il fut ensuite arrêté alors qu'il tentait de quitter le restaurant et de se débarrasser de sa mallette dans les égouts. Les plans du train d'atterrissage, de la cellule et du système de freinage avec ABS du Concorde ont été retrouvés parmi ses effets personnels. Il a alors été expulsé de France en 1965 et est retourné à Moscou où il est devenu vice-ministre de l'aviation civile. Côté anglais, le Dr Calder Walton, directeur adjoint du projet de renseignement de l'université de Harvard, a découvert que les archives de Vassili Mitrokhin, un archiviste du KGB ayant fait défection, indiquent qu'Ivor James Gregory, un ingénieur de British Airways, aurait volé et transmis près de 90 000 pages de documents classifiés au service de renseignement soviétique dans les années 70. En septembre 1971, un ingénieur en électronique britannique, membre du Parti communiste, affirme avoir transmis des secrets à la délégation commerciale de la Fédération de Russie au Royaume-Uni. Il aurait ainsi reçu 5000 livres des soviétiques, qui lui auraient aussi également fourni des photographies compromettantes pour l'aider à nouer des contacts. Et ce n'est sans doute que la partie visible de l'iceberg. Mais si cet espionnage de grande ampleur aura sans doute permis aux soviétiques de rattraper leur retard, il n'en reste pas moins que leur projet de créer et de commercialiser un leader supersonique est resté plus qu'inabouti. En effet, pour prendre les Européens de vitesse et affirmer leur idéologie empreinte de supériorité, le premier vol du TU-144 a été réalisé avec des réacteurs qui n'avaient jamais été testés sur aucun appareil auparavant, contrairement au Concorde dont les réacteurs Olympus dérivaient de ceux du bombardier anglais Avro Vulcan. Encore une fois, pour prendre l'Europe de vitesse, le premier vol commercial avec passagers était en fait un vol de fret dans lequel on avait placé tant bien que mal quelques voyageurs. Ensuite, vous connaissez l'histoire, le programme de développement du Tupolev a subi un premier revers le 3 juin 1973 en France, au Salon du Bourget, à peine plus d'une semaine après ma naissance. Et ce vol tant attendu des soviétiques devait servir d'apparat pour prouver à l'Occident la supériorité russe en matière de progrès scientifique. Sous la pression de ses supérieurs, le pilote a semble-t-il effectué des manœuvres trop risquées le menant à perdre le contrôle de son avion, qui viendra s'écraser à Goussainville, détruisant une quinzaine de maisons, une école, tuant 6 membres d'équipage et 8 personnes au sol. En 1977, une première ligne reliant Moscou à Alma-Ata au Kazakhstan est finalement ouverte aux passagers. Mais à nouveau, un appareil s'écrase en 1978. Le crash est alors utilisé par le gouvernement russe, insatisfait de la faible rentabilité du TU-144 pour le retirer définitivement des vols commerciaux. Il continuera à être exploité que pour le fret, et ce jusqu'en 1983. L'exploitation commerciale du Concorde Ski s'est donc résumée à 55 allers-retours seulement entre Moscou et Alma-Ata, avec seulement 3194 passagers transportés. Allez, pour la petite anecdote quand même, un exemplaire du TU-144 sera confié à la NASA pour des tests. Ouais, vous avez bien entendu, à la NASA. 8 expériences ont donc été menées, 6 en vol et 2 au sol. Les essais en vol portaient sur l'étude de la surface extérieure de l'appareil, de sa structure interne et des températures du moteur, de l'écoulement de la couche limite, des caractéristiques de l'effet de sol de l'aile, du bruit intérieur et extérieur, des qualités de vol selon les différents profils et de la flexibilité structurelle en vol. Et les essais au sol, eux, réalisés avant le début des essais en vol, ont porté sur l'influence des structures d'entrée d'air sur l'écoulement d'air entrant dans les moteurs
et sur l'effet des ondes de choc supersoniques se déplaçant rapidement dans l'entrée d'air sur les performances du moteur. Enfin voilà, je pense que vous avez compris que quel que soit l'endroit du monde où on se trouvait pendant la guerre froide, eh bien les mêmes projets ont souvent mené aux mêmes solutions. Et finalement, eh bien, il n'y a rien de chauvin à dire que seul le Concorde a su marquer l'histoire, car même si d'un point de vue économique, eh bien, on ne peut pas parler d'un véritable succès, je pense qu'il a marqué l'histoire plus que n'importe quel autre appareil, qu'il soit civil ou militaire d'ailleurs. Tout le monde reconnaît au premier coup d'œil la silhouette inimitable et la pureté des lignes du Concorde, et c'est le premier qui vous viendra à l'esprit quand on vous parlera d'appareils civils supersoniques. Et même s'il n'a plus volé depuis plus de 20 ans, tout le monde rêve encore aujourd'hui, grâce à lui, de voir à nouveau des flèches blanches traverser le ciel à 2 fois la vitesse du son. Et bien ça, c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode, parce que vous allez voir que tout ne s'est pas arrêté avec la fin du Concorde, loin de là. Alors comme d'habitude, je le répète, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode, activez les notifications, likez, partagez et boostez la vidéo si vous regardez ça sur un téléphone ou une tablette. Et on se retrouve ici bientôt pour une nouvelle aventure aéro. Allez, tchuss!